La technique a l'air de marcher. Bonsoir, ça marche. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir Agnès, bonsoir Monique. On a un peu galéré, mais Bonsoir Chantal. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Bonsoir Yves Marfin, là, je le vois là. Christine, si vous avez une vidéo, n'hésitez pas. On vous Oui. voit. Oui, je mets. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Alors, voilà. C'est plus sympathique de se voir. Oui, c'est plus sympa. Dominique. Claudine aussi, si vous avez une vidéo, n'hésitez pas à la mettre. Non. Françoise Collin. Prendre 2 minutes, que tout le monde arrive. Une famille. Ça c'est un Jacques. Hein. On est à gauche là, tu vois. Bonsoir, Roger. Qu'est-ce que tu es dégarni hein, quand même. Moi. Oui. Bonjour. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. J'avais pas mis mon Bonjour, micro. Dominique. Bonjour Christine. J'ai dit, Bonjour Pierrette. Bonjour Dominique. oui, elle-même. Oui, ça va bien? Oui. Bon. Un peu chaud, Ah oui. comme tout le monde. Oui. Mais ça va s'arrêter cette semaine, cette nuit. Demain matin. Oui. On a encore 20 degrés. Faut pas trop souhaiter le mauvais temps. Samedi, à la barbecue de l'aumônerie, on aimerait bien qu'il pleuve. Je crois qu'il y a un orage qui est attendu, je crois. Bah ouais, en soirée, je crois. Soirée, oui. Au mieux. Alors, on va attendre encore 2 minutes que tout le monde se connecte. Bon, la technique fonctionne. La dernière Très fois, bien. je ne pouvais pas accéder à l'espace administrateur du site pour mettre le lien Zoom. Donc, j'étais bloqué. Et comme vous n'avez pas tous fait un mail pour dire que vous participiez, il n'y avait pas une liste pour prévenir tout le monde. Bertrand qui arrive. Bertrand, Colin. Ah oui, ça y est, il commence à pleuvoir. Oui. Ah, c'est bien. Quoi, chez moi en tout cas, Oui, ici aussi. Oui. Arrose le jardin. ça rose de jardin. Oui, Très bon pour les fleurs. exactement. Pas là-dessus, moi. Ou pour la nature. Oui. On met la fenêtre du coup. Et puis, ça y est, oui, il pleut. Toutes les fenêtres sont fermées, je crois. Bien. Ah non, là, ah oui, monsieur. Alors. C'est l'ouest. Mais non, mais moi, Dans la chambre, je sais, mais On c'est attend l'est. l'autre. Bon, je pense qu'on va. 6 minutes et on y va. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais faire un partage d'écran parce que je vous ai mis quelques citations. On va regarder, écran partagé. C'est chou. Est-ce que vous avez le. Oui, Oui, très bien. oui, c'est bon. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir si jamais il y a des gens qui sont en liste d'attente. Moi, j'ai rien du tout. Non, mais c'est parce que du coup, voilà. Ouais, c'est ça, ça me dit quand quelqu'un arrive, donc normalement, je viens d'accueillir Francis. Donc, bon, on va y aller, 35, et puis j'essaie de faire attention à intégrer ceux qui arriveraient. Alors, vous vous rappelez un petit peu, on a eu une pause d'une semaine, donc il faut retrouver un peu le fil de nos réflexions. Une première grande partie
où on a vu les affirmations sur le monde, sur l'homme, qui jaillissent des chapitres 1 à 11 de la Genèse. Voilà. Et puis, l'enjeu de cela, c'était aussi de mettre à jour ces affirmations pour les faire dialoguer avec la mentalité contemporaine. Alors, on a réfléchi un peu au lien de l'homme à Dieu, avec la conscience. Je vous avais donné un texte sur la conscience. On a fait la dernière fois, c'était Jérôme qui avait pris la parole pour essayer de montrer le rapport de l'homme à la nature, et comment ce rapport de l'homme à la nature il avait évolué à travers les siècles, notamment à travers la modernité, et puis en quoi la parole biblique pouvait être un vrai éclairage pour nous, pour retrouver un juste à la nature. Et puis l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de réfléchir à la dimension sociale de l'être humain, qui peut nous paraître une évidence, mais qui n'est pas tant que ça. Il faut bien fermer les micros. Voilà, je ne sais pas qui. Fermez bien vos micros pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Qui peut nous paraître une évidence, mais qui, comme on va le voir, ne l'est pas tant que ça, parce que, justement, Rousseau va défendre une vision, on peut dire, beaucoup plus solitaire de l'être humain, beaucoup plus indépendante de l'être humain. Et du coup, on va essayer de un peu mettre en lumière la pensée de Rousseau, de notre première partie, et puis après, essayer de la faire dialoguer avec la vision de la Bible telle qu'elle est. Alors, j'espère que le texte que vous avez donné, qui est quand même un texte très percutant, j'espère que vous avez pu le lire, parce que il est intéressant. Donc, si ce n'est pas le cas, vous allez suivre, mais je vous encourage quand même à lire ce texte que j'avais mis sur le site, parce qu'il est assez percutant sur la vision rousseauiste de l'être humain. Rousseau, 1712-1778. Donc, c'est vraiment un philosophe des Lumières, et on est effectivement à une dizaine d'années de la Révolution française. Et on pense que Rousseau, par sa pensée, sa réflexion, a beaucoup influencé la Révolution française. Et puis, on va essayer de voir comment ces idées marquent beaucoup, toujours, notre mentalité. Voilà. Une mentalité moderne, républicaine. En tout cas, on va voir comment la pensée de Rousseau, elle est encore très au fondement de notre vision actuelle. Et on ne peut pas tout lire, et on va s'intéresser plus spécifiquement à un ouvrage particulier de Rousseau qui s'appelle Discours sur l'origine. Pardon, j'accueille quelqu'un. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui est un texte de 1755, dans lequel il développe une pensée très, très intéressante pour nous, pour justement voir son anthropologie, sa vision de l'humanité. Si vous avez lu le texte que je vous avais mis sur le site, vous avez pu voir comment Rousseau a une vision négative de la vie en société. On pourrait même dire que c'est cette vie en société, qui est à l'origine des malheurs de l'homme. Comme il le dit au début de son texte, si on compare les biens et les maux de la vie humaine, ce sont bien les maux qui semblent l'emporter. Mais il précise, ces maux sont le propre de l'homme civil. On va revenir sur cette expression, mais disons d'emblée que c'est l'homme civilisé, l'homme social. Et comme le dit Rousseau dans le premier paragraphe, si on avait regardé la vie de l'homme naturel, le jugement aurait été différent. Autrement dit, on n'aurait pas dit que les maux l'emportaient sur les biens si on s'était intéressé à l'homme naturel, mais c'est sûr que l'homme civil, les maux semblent l'emporter. Et le texte va préciser ensuite, dans le deuxième paragraphe, les différents maux qui habitent l'homme en société. Et notamment, Rousseau va nommer les immenses travaux dont l'homme a été capable, on peut dire ses grandes réalisations, ses grands progrès. Je vous recite Rousseau, quand d'un côté l'on considère les immenses travaux des hommes, tant de sciences approfondies, tant d'arts inventés, tant de forces employées, des abîmes comblés, des montagnes rasées, des rochers brisés, des fleuves rendus navigables, des terres défrichées, des lacs creusés, des marais desséchés, des bâtiments énormes élevés sur la terre, la mer couverte de vaisseaux et de matelots,
Et puis, il dit, et que de l'autre, on regarde avec un peu de méditation quels sont les vrais avantages que l'homme a tirés de tout cela pour son bonheur. Eh bien, on voit qu'il y a une forme de disproportion et que ces grands travaux, souvent, n'ont servi qu'à nourrir son fol orgueil et je ne sais quelle vaine admiration de lui-même, mais que cela ne lui a pas réellement apporté le bonheur. C'est ce qu'il nous dit dans le deuxième paragraphe. Ça nourrit son orgueil, etc. Mais est-ce que vraiment ça nous a rendu heureux, tout cela? Et puis, ce que va surtout, ce que précise Rousseau en continuant sa réflexion, c'est que le drame, c'est que le passage de l'état de l'état de nature à l'état civilisé, eh bien, a rendu l'homme méchant alors qu'il était naturellement bon. C'est ce que nous dit le passage. Et on va revenir dessus, mais il dit que ce passage de l'état de nature à l'homme civilisé, je vous recite Rousseau, est dû au changement survenu dans sa constitution, au progrès qu'il a fait et aux connaissances qu'il a acquises. Il y a eu une évolution dans l'histoire de l'homme, et même un passage de l'état de nature à l'état civilisé qui a créé son malheur. Et comme cela est dû à son progrès, on peut dire que lui-même à l'origine de ces mots. Je le dis dans le deuxième paragraphe. Comme dans le fond, ces mots sont dus au changement de l'état de l'homme, de l'état de nature à l'état civilisé, on peut dire qu'il est à la cause de ses propres malheurs. Et pourquoi est-ce que l'état civilisé l'a rendu méchant? C'est le dernier paragraphe du texte. C'est que la société, nous dit Rousseau, pousse les hommes à s'entre-haïr. Comme il dit, ils se rendent des services apparents et des maux réels. Une forme d'hypocrisie dans les relations sociales qui fait qu'on se rend des services apparents et des maux réels. Et pourquoi? Tout simplement parce que la société est ainsi faite que chacun trouve son bonheur dans le malheur des autres. Et alors, il y a toute une série d'exemples dans le texte de Rousseau, le dernier paragraphe. Eh bien, Rousseau prend par exemple l'exemple du commerce où la réussite des uns, eh bien, leur enrichissement repose sur l'échec des autres. On ne peut pas tous réussir. Donc, il faut que les autres réussissent moins que moi pour que je réussisse. Si l'entreprise concurrente fait faillite, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et il continue les exemples, assez cash. Les enfants souhaitent secrètement la mort de leurs parents pour avoir l'héritage. On voudrait que la maison dans laquelle l'acte qui indique ma dette soit brûlé pour que ma dette soit effacée. L'échec d'un concurrent, comme on l'a dit, est une bonne nouvelle pour ma réussite personnelle, pour mon entreprise. Et il prend même l'exemple de la relation entre les particuliers et la collectivité. Comme il dit, les calamités publiques font le bonheur de certains. Les maladies, la famine, la guerre font la fortune bien de quelques-uns qui arrivent à s'enrichir grâce à cela. Pas quoi, celui qui a fait des masques a profité de la pandémie pour s'enrichir. Et le texte finit sur cette parole terrible. Montaigne blâme l'Athénien Dédamès d'avoir fait punir un ouvrier qui s'enrichissait en vendant fort cher des cercueils, sous prétexte qu'il s'enrichissait sur la mort de ses concitoyens. Donc, l'Athénien Dédamès, il punit cet homme qui s'enrichit sur la mort de ses compatriotes. Mais Montaigne dit que cette punition n'est pas juste, car à ce compte, il faudrait punir tout le monde, parce que dans le fond, tout le monde tire profit du malheur des autres. La structure même de la société fait que chacun trouve son bonheur dans le malheur des autres. Et du coup, si on récapitule, on voit qu'il y a comme 3 idées qui ressortent du texte que je vous avais donné à lire. D'une part, que la société rend l'homme méchant et qu'elle est à l'origine de tous les malheurs de l'homme. Ensuite, qu'il faut bien distinguer l'homme dans la société de l'homme naturel, qui lui est naturellement bon, on va voir ça. Et enfin, que le passage de l'état naturel à l'état civil a été dû au progrès qu'a fait l'homme et qu'il a exilé de sa constitution naturelle. Voilà, le passage de l'état naturel à l'état civil est dû au progrès qu'a fait l'homme et du coup, ça l'a exilé de sa constitution naturelle. Et donc, on a là les grandes idées du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et dans le fond, on a les grandes idées de Rousseau. Donc, je vais reprendre un petit peu cette histoire que Rousseau décrit dans son discours, cette histoire du passage de l'homme naturel à l'homme civilisé. On va voir ce qui jaillit comme vision de l'homme
de cette histoire. Et puis après, on verra comment eh bien, on peut faire dialoguer ça avec ce que nous dit le texte biblique. Dans ce discours sur l'inégalité, qui est un texte qu'on trouve facilement, même sur Internet, vous pouvez l'imprimer, le lire, bien Rousseau se propose de décrire comment on en est arrivé là. Comment est-on arrivé à cet état civilisé où chacun eh bien, est la cause du malheur des autres et dans le fond se réjouit du malheur des autres. Comment est-on arrivé à cet état social qui crée tous les malheurs de l'homme? Et dans ce texte, il va partir de l'homme naturel et va décrire les passages très progressifs qui l'ont conduit à l'état que nous connaissons. Et Rousseau précise, c'est la première citation que je vous ai mise sur la feuille que vous avez sur l'écran. Rousseau précise dans sa préface que son projet est par là de démêler ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme et de bien connaître un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. On reviendra dessus à la fin de notre texte, mais c'est intéressant parce que, en quelque sorte, c'est quasiment un mythe concurrent au texte biblique que Rousseau propose. Il nous dit, je ne sais pas si l'état que je vais décrire n'a jamais existé, donc il est prudent, mais il dit dans le fond de savoir d'où on vient, eh bien, nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc Rousseau ne dit pas que les choses sont passées exactement comme il va les décrire. Il dit peut-être même que l'état naturel n'a jamais existé, mais que de retrouver nos origines, notre essence, va nous permettre de nous situer aujourd'hui dans notre monde. Il faut passer par là pour comprendre d'où on vient et savoir comment eh bien, agir dans la situation présente. Et la première partie du discours va s'employer à décrire l'homme naturel. C'est la deuxième citation que je vous ai mise. Voilà ce que dit Rousseau. En le considérant en un mot tel qu'il a dû sortir de la nature, je vois un animal moins fort que nous, moins agile que les autres, mais à tout prendre organisé le plus avantagement de tous. Je le vois se rassasiant sous un chêne, se désaltérant au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui lui a fourni son repas, et voilà ses besoins satisfaits. Deuxième citation que vous avez sur la feuille. Pour Rousseau, l'homme, dans l'état naturel, vit dispersé parmi les animaux. Il se nourrit de la fertilité naturelle de la terre. Il n'a pas d'autre préoccupation que d'assouvir ses besoins fondamentaux, comme il le dit juste dans la citation que je vous ai lue. Cette vie dans la nature le rend fort et robuste, parce qu'elle l'oblige à affronter les saisons, la concurrence des autres espèces pour obtenir la nourriture. Du coup, ça le maintient en vie, ça le maintient costaud dans l'existence. N'ayant que son corps comme instrument, il en développe au maximum les potentialités. C'est la citation du dessous que je vous ai mis. Voilà. Magnifique. Rousseau, il écrit bien quand même. Voilà ce que dit Rousseau. S'il avait eu une hache, son poignet romprait-il de si fortes branches? S'il avait une fronde, lancerait-il de la main une pierre avec tant d'ardeur? S'il avait eu une échelle, grimperait-il si légèrement sur un arbre? S'il avait eu un cheval, serait-il si vite à la course? Donc on voit que cet homme, cette situation dans l'état de nature, eh bien, l'oblige à développer au maximum les potentialités de son corps. On voit déjà la critique barrière de la civilisation, qui lui a donné tous les outils, mais qui fait qu'il ne sait plus rien faire par lui-même, même qu'il l'amollit, qu'il ne rend plus à sa constitution naturelle. Et dans cet état de nature, l'homme a le souci de conserver son être. Voilà. Ça serait intéressant, je vous le saute en parenthèse, dans son texte, Rousseau il distingue l'amour de soi, qui est le désir de conserver son être, et qui est présent naturellement en tout animal, et aussi dans l'homme sauvage, dans l'homme naturel, et qui est une bonne chose, l'amour de soi, c'est-à-dire de préserver son être, de l'amour propre, qui naît de la société, et qui pousse chacun à se voir dans le regard des autres, à se comparer, et qui entraîne ensuite jalousie, défense de l'honneur, son sentiment d'être mal considéré, etc., et tous les maux qui en résultent. Donc, Rousseau il distingue l'amour de soi, quelque chose de positif, conserver son être, de l'amour propre, qui vient de la vie en société, qui est le fait des regards les uns vis-à-vis des autres,
avec tous les maux que cela entraîne. Donc, dans l'état naturel, l'homme a le souci de conserver son être, l'amour de soi, et en même temps, nous dit Rousseau, il est habité par une pitié naturelle qui fait qu'il n'a pas envie de voir souffrir son semblable. Hein, et ça va être ça les deux caractéristiques de l'homme naturel. Le désir de conserver son être et puis l'horreur de faire souffrir son semblable. C'est la citation suivante que je vous ai mise sur votre feuille. Il y a d'ailleurs un autre principe que Hobbes, qui est aussi un philosophe, n'a point aperçu et qui ayant été donné à l'homme pour adoucir en certaines circonstances la férocité de son amour-propre ou le désir de se conserver avant la naissance de cet amour, tempère l'ardeur qu'il a pour son bien-être par une répugnance innée de voir souffrir son semblable. Il dit, voilà, la répugnance de voir souffrir son semblable, eh bien, elle adoucit aussi bien l'amour de soi, hein, le fait de se conserver, et même, il dit, ça peut même tempérer notre amour-propre lorsqu'on a atteint eh bien, l'état social. Donc, du coup, c'est ça. Le naturel, il conserve son être, il n'a pas envie de faire souffrir son semblable. Et c'est le point le plus important pour ce qui nous concerne. Cet homme naturel, dont on a vu quelques caractéristiques, il est fondamentalement indépendant. Il vit seul, il n'a pas besoin de ses semblables, il les croise momentanément au gré de ses pérégrinations et il les perd de vue aussi rapidement. C'est la citation suivante qui est tout à fait capitale. Voilà ce que dit Rousseau. Dans cet état primitif, n'ayant ni maison, ni cabane, ni propriété d'aucune espèce, chacun se logeait au hasard et souvent pour une seule nuit. Les mâles et les femelles s'unissaient fortuitement selon la rencontre, l'occasion et le désir. Ils se quittaient avec la même facilité. La mère allaitait d'abord ses enfants pour son propre soin, puis l'habitude les lui ayant rendus chers, elle les nourrissait ensuite pour le leur. Sitôt qu'ils avaient la force de chercher leur pâture, ils ne tardaient pas à quitter leur mère elle-même. Et comme il n'y avait presque point d'autre moyen de se retrouver que de ne pas se perdre de vue, ils en étaient bientôt au point de ne pas même se reconnaître les uns les autres. Donc, vous voyez, l'idée vraiment que l'être humain est fondamentalement indépendant. Donc, c'est la vie errante, indépendante, solitaire, qui est la vie de l'être naturel. La famille n'est pas une réalité naturelle. Il y a un accouplement au hasard des rencontres et des désirs entre le mâle et la femelle. Il y a un soin des enfants, mais tant qu'ils ne sont pas autonomes. Dès qu'ils sont autonomes, ils vont chercher leur nourriture par eux-mêmes et puis du coup, on ne peut même plus retrouver son parent parce qu'on est perdu dans la forêt, c'est pas facile de se retrouver. Et donc du coup, l'être humain devient autonome. Et dans le fond, vous voyez, il n'y a pas de, c'est fondamental pour Rousseau. La famille n'est pas une réalité naturelle. On est fondamentalement indépendants. Et eh bien voilà, hommes et femmes s'unissent au gré des rencontres. Et même le soin des enfants, dès que l'enfant est autonome, eh bien, il quitte ses parents pour ne plus jamais les retrouver. Et de même, dira Rousseau, lorsque deux êtres se disputent pour de la nourriture, comme cela arrive dans le règne animal, c'est le plus fort qui l'emporte, très bien. Mais comme il n'y a pas d'amour propre en jeu, comme il n'y a pas d'honneur à défendre, eh bien, celui qui a perdu s'en va un peu plus loin chercher la nourriture dont il a besoin. Donc, dans le fond, l'amour de soi est beaucoup moins néfaste que l'amour propre, parce que si j'ai perdu une bataille, c'est tout, je continue ma vie et je pars ailleurs, alors que l'amour propre va créer le besoin de se venger, etc., etc. Et nous dit d'ailleurs Rousseau, ce n'est pas la lutte qui crée la souffrance, mais c'est beaucoup plus l'amour propre qui naît avec la société. Ça crée de la souffrance. Si j'ai perdu une bataille, c'est pas grave, je vais aller chercher ma nourriture ailleurs. C'est pas très grave parce que j'ai pas d'amour propre, parce que je ne vis pas dans le regard des autres. Je ne vis pas du regard des autres. Et du coup, on voit cette idée fondamentale chez Rousseau, sur laquelle on va revenir, que l'être sauvage est un homme solitaire et que telle est sa félicité, son bonheur. Et notamment, eh bien, voilà, il est heureux parce que justement, il vit à partir de lui-même. Et ça, c'est intéressant. Rousseau est un penseur assez paradoxal, assez subtil. Et ce qui distingue l'homme des animaux, et ce qui va créer son malheur, c'est sa perfectibilité. Parce que l'homme, contrairement à toutes les autres espèces animales, est capable de progresser, de s'améliorer. Et c'est ça qui va engendrer la fin de l'état de nature. Et du coup, c'est la citation suivante.
qui montre comment on va quitter cet état si bienfaisant. Voilà ce que dit Rousseau. Mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer sur cette différence entre l'homme et l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c'est la faculté de se perfectionner. Faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres et réside parmi nous, tant dans l'espèce que dans l'individu. Au lieu qu'un animal est au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie et son espèce. Au bout de 1000 ans, ce qu'elle était à la première année de ces 1000 ans. Il serait triste pour nous d'être forcés de convenir que cette faculté distinctive et presque illimitée est la source de tous les malheurs de l'homme. Que c'est elle qui le tire à force de temps de cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents, et que c'est elle qui, faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même et de la nature. Citation très intéressante, il dit, il y a bien une distinction qui sépare à tout jamais l'homme de l'animal, c'est que l'homme doit être capable de progresser. Et il dit, il est triste pour nous d'admettre que cette faculté qui va le quitter, qui va l'obliger à quitter son état de nature et qui va être à cause de tous ces maux. Et c'est ça l'idée de la nostalgie rousseauiste de l'état de nature où l'homme vivait dans cette innocence, va le hanter toute sa vie. Il va même marquer dans le fond son rapport aux autres, à la nature, etc. Alors, le passage à l'état civilisé. Comment on va passer de l'état de nature à l'état civilisé? C'est la deuxième partie de son discours qui va déployer devant nos yeux les étapes successives, progressives, par lesquelles l'homme va quitter l'état de nature pour atteindre l'état d'homme civil. Rousseau va nous dire que ce sont les obstacles et les adversités qu'il rencontre dans la nature qui vont l'obliger à se perfectionner. Le froid va l'obliger à se couvrir de peau de bête. Pour attraper des poissons, il crée la ligne et l'hameçon. Pour atteindre les animaux encore plus vite que lui, il crée l'arc et la flèche, etc. Donc, il faut les difficultés et l'adversité dans la nature, il le reconnaît bien quand même, et bien ça l'oblige à se perfectionner. Et une étape majeure pour Rousseau, ça va être la construction des cabanes pour se protéger des intempéries et qui va le faire passer de l'état itinérant à l'état sédentaire. Et pour lui, ça c'est le premier passage qui fait qu'on va commencer à perdre notre innocence. C'est la citation suivante que je vous mets. Bientôt, cessant de dormir sous le premier arbre ou de se retirer dans des cavernes, on trouva quelque sorte de hache de pierre dure et tranchante qui servirent à couper du bois, creuser la terre et faire des huttes de branchage, et qu'on s'avisa ensuite d'enduire d'argile et de boue. Ce fut là l'époque d'une première révolution qui forma l'établissement et la distinction des familles et qui introduisait une forme de propriété, d'où peut-être naquirent déjà bien des querelles et des combats. Cependant, comme les plus forts furent vraisemblablement les premiers à se faire des logements qui se sentaient capables de défendre, il est à croire que les faibles trouvèrent plus court et plus sûr de les imiter que de tenter de les déloger. Et quant à ceux qui avaient déjà des cabanes, chacun dut peu chercher à s'approprier celle de son voisin, moins parce qu'elle ne lui appartenait pas, que parce qu'elle lui était inutile et qu'il ne pouvait s'en emparer sans s'exposer à un combat très vif avec la famille qui l'occupait. Il va dire la cabane, ça va obliger à se poser. Il dit effectivement, certainement que la cabane, il risque d'avoir des combats pour aller prendre la cabane de l'autre. Mais il dit dans le fond, les combats ne devaient pas être trop violents parce que à la limite, j'avais plutôt intérêt à aller construire ma propre cabane qu'à aller chercher querelle aux autres. Et puis voilà. Mais ça va commencer à créer un état sédentaire qui va commencer à être à l'origine de la société. Pourquoi? Parce qu'avec les cabanes naît la vie sociale. Père, mère, enfants se retrouvent réunis sous une même habitation et apprennent à vivre ensemble. Et c'est là, pour Rousseau, que l'usage de la parole a dû s'établir et qu'il va se perfectionner. C'est à ce moment-là que, en quelque sorte, on va commencer à communiquer. Alors c'est intéressant parce que quand on lit le discours sur l'inégalité, si vous le lisez, vous voyez voir comment l'avènement de la parole est un grand mystère pour Rousseau. Il bataille avec cette idée. Et en fait, on comprend bien pourquoi. Parce que si l'homme est naturellement indépendant, il n'a pas besoin de ses semblables, comment a-t-il pu créer des signes pour entrer en communication avec eux? Et si jamais il est déjà en communication avec eux dès le début,
Ça veut dire qu'il n'est pas si indépendant d'un dire. Comment est-ce qu'on peut être à l'origine de la relation? Le langage suppose des signes, donc suppose déjà en quelque sorte une propre communication qui va permettre de créer des signes sur lesquels on va se mettre d'accord. Et du coup, ça, c'est la grande question de Rousseau. Il bataille avec cette idée. Alors, il essaie de. Voilà. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Pour lui, la parole n'est pas fondamentale à l'être humain. Elle apparaît dans l'histoire. Et c'est compliqué de voir comment elle peut apparaître. Vous voyez, nous, quand on dit du commencement avec la parole, on voit que la première chose que fait Dieu, c'est de parler à l'homme. Eh bien, on dit quelque chose que le côté social a un côté essentiel, naturel. Pas pour Rousseau. La parole, elle advient dans l'histoire à un moment donné. Et il bataille avec lui parce que c'est pas facile de comprendre ça. Comment est-ce que l'homme a pu inventer des signes pour se comprendre si jamais, eh bien, s'il n'y a pas déjà une communication préalable. Mais toujours est-il qu'avec ces cabanes, un voisinage se met en place entre les familles et on voit cette vie sociale qui se met en place. C'est la situation suivante. On s'accoutuma à s'assembler devant les cabanes ou autour d'un grand arbre. Le chant et la danse, vrais enfants de l'amour et du loisir, devinrent l'amusement ou plutôt l'occupation des hommes et des femmes oisifs ou attroupés. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux, le plus beau, le plus fort ou le plus adroit ou le plus éloquent, devint le plus considéré, et ce fut là le premier pas vers l'inégalité et vers le vice en même temps. De ces premières préférences naquirent d'un côté la vanité et le mépris, de l'autre la honte et l'envie. Et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l'innocence. Citation absolument magistrale, en tout cas pour décrire la pensée de Rousseau. Voilà, avec les cabanes, on commence à découvrir la vie sociale, amicale, à se retrouver pour chanter, pour danser. Puis on commence à regarder les uns les autres, il y en a un qui parle mieux, il y en a un qui danse mieux, etc. Voilà. Et puis on voit, eh bien, comment, premier pas vers l'inégalité et le vice. On commence à s'envier les uns les autres, ou la vanité. Et il dit, c'est ces nouveaux levains qui vont composer qui vont être au principe de composer funestes au bonheur et à l'innocence. Du coup, on va perdre notre innocence avec cet amour-propre qui va devenir. Et en même temps, Rousseau, c'est assez paradoxal. Il nous dit que cet état, en quelque sorte des cabanes, a dû être quand même l'état le plus heureux de l'humanité. Parce qu'on a quitté l'état d'innocence absolue, on n'est pas dans l'état civilisé tel qu'on le connaît, et pour lui, c'est un peu l'état des peuples sauvages que l'on découvre dans les expéditions maritimes, toutes les grandes expéditions qui vont se développer à partir du XVe siècle. Eh bien, on voit que c'est des peuples qui sont restés à cet état premier. Et pour Rousseau, c'est à la limite le summum du bonheur. C'est intéressant, on voit aussi toute la découverte de ce monde et qu'on dit, en fait, c'est eux qui sont heureux, c'est pas nous. Mais pour Rousseau, c'est vraiment avec l'agriculture et la métallurgie que vont réellement se naître et se développer les sociétés telles que nous les connaissons. La métallurgie qui va permettre de fabriquer des outils et du coup travailler la terre. Et pourquoi? Ça va être vraiment l'origine de la société telle que nous la connaissons, c'est que en travaillant une terre, l'homme va revendiquer la propriété de la terre où il a travaillé. J'ai travaillé sur tout ce lopin de terre avec des outils que j'ai bâtis. J'ai fait produire à la terre son fruit. J'ai cultivé. Et du coup, cette terre est à moi. Et du coup, pourquoi est-ce que ça, c'est le drame absolu? Parce que va naître la propriété, le fait que ça devient ma terre. Et du coup, je vais m'accaparer plus de ressources que j'en ai besoin pour vivre. Jusqu'alors, eh bien, dans l'état de nature, eh bien, chacun se nourrissait des biens de la terre qui étaient abondants. Il y avait des fruits pour tout le monde. La nature, la profusion de la nature permettait à chacun de vivre. Et que là, avec le travail de la terre, eh bien, chacun va s'accaparer un bout de terre qui peut lui donner plus que ce dont il a besoin. Et que ça va créer l'inégalité des situations. Et du coup, l'inégalité des talents, de la force, de l'intelligence, etc., qui jusque-là n'avaient pas trop de conséquences gênantes,
que chacun pouvait faire sa vie dans l'indépendance, et bien, va avoir les effets les plus funestes, que ceux eh bien, qui vont travailler à la terre vont s'accaparer beaucoup de territoire, et puis ceux qui n'y arrivent pas eh bien, vont être obligés de se faire embaucher par les autres pour travailler une terre qui n'est pas à eux, et puis les différences de richesse, de notoriété, de propriété vont apparaître dans toutes leurs forces. Mais en même temps, et ça va être ça le grand passage de Rousseau, et qui va ensuite être au principe de toute sa réflexion politique, il dit à ce moment-là de l'histoire humaine, il faut bien repérer que c'est tout, quand même toujours le droit le plus fort qui régit les comportements humains. De même qu'on pouvait se battre pour un aliment, pour s'accaparer tel fruit de la terre, eh bien, dans le fond, le propriétaire, eh bien, comment dire, n'a que sa force pour s'assurer de l'occupation de son terrain. Il suffit qu'un plus fort arrive et il peut le déloger. Et la question qu'il pose, elle est intéressante, elle dit pourquoi laisserait-on à un individu la possession d'une terre, même s'il est le seul à avoir travaillé dessus? Rousseau dit il aurait fallu qu'il ait au préalable l'acquiescement de tous pour une telle entreprise. Sa citation suivante, qui est en vertu de quoi prétendez-vous être payé à nos dépens d'un travail que nous vous avons point imposé? On t'a pas demandé de travailler cette terre-là. Alors pourquoi est-ce que maintenant tu dis que ça t'appartient et qu'il n'y a que toi qui as le droit de t'en nourrir parce que c'est ton travail? Il aurait fallu qu'on te missionne pour ça. On t'a pas demandé de faire ça. Donc ça reste un acte de violence de t'accaparer cette terre-là, même si tu as travaillé dessus. Et du coup, Rousseau nous dit, à ce moment-là de l'histoire des hommes, il y a comme une guerre perpétuelle où eh bien, ceux qui ont une terre doivent en permanence se protéger de ceux qui n'en ont pas et qui ont envie de s'accaparer leur terre. Donc en permanence, eh bien, il y a un combat pour préserver sa terre ou en acquérir une. Et Rousseau nous dit, dans cette guerre perpétuelle, les riches ont bien plus à perdre que les pauvres, parce qu'ils ont plus de biens à défendre. Et du coup, ça va être ça la grande idée de politique de Rousseau sur laquelle après il va batailler toute sa vie. Il va dire, du coup, les riches vont concevoir, il nous dit, ce projet le plus réfléchi qui soit jamais entré dans l'esprit humain, qui va être d'inviter les pauvres à s'unir pour défendre ensemble les biens de chacun. C'est la citation suivante. Voilà ce que dit les riches aux pauvres, devant cette guerre perpétuelle qui devient très fatigante de devoir juste sauver sa terre parce que n'importe qui peut s'en emparer. Unissons-nous, leur dit-il, pour garantir de l'oppression les faibles, contenir les ambitieux et assurer à chacun la possession de ce qui lui appartient. Instituons des règlements de justice et de paix auxquels tous soient obligés de se conformer, qui ne fassent exception de personne et qui réparent en quelque sorte les caprices de la fortune, en soumettant également le puissant et le faible à des devoirs mutuels. En un mot, au lieu de tourner nos forces contre nous-mêmes, rassemblons-les en un pouvoir suprême qui nous gouverne selon de sages lois, qui protègent et défendent tous les membres de l'association, repoussent les ennemis communs et nous maintiennent dans une concorde éternelle. Cette association, nous dit Rousseau, en fait, c'est un stratagème des riches qui permet de maintenir toute leur possession dans la paix et qui fait que, eh bien, on dit aux pauvres, bah, quand même, on s'occupe de toi, qui fait qu'il a plus à vouloir ce que possède le riche et ce qui fait qu'il y a une paix au bon prix, voilà, une paix agréable pour les riches, qui fait que cette association de tous, eh bien, leur est très nettement avantageuse. Et ainsi est née la société et ses lois, qui transforment une usurpation première, s'accaparer des terres qui appartiennent en fait à tous, en un droit irrévocable. La loi va faire que maintenant, on va dire que monsieur un tel a telle propriété. Et tout le monde doit l'accepter et le défendre. Et cette usurpation qui fait que personne n'avait le droit à des biens de la terre plus que les autres, bien, cette usurpation est transformée en droit. Et du coup, ça sera d'ailleurs tout le projet, dernière citation avant d'aller plus loin, tel fut ou dut être l'origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles entraves aux faibles et de nouvelles forces aux riches, détruisirent sans retour la liberté naturelle, entendons l'indépendance, fixèrent pour jamais la loi de propriété et de l'inégalité. D'une adroite usurpation firent un droit irrévocable, et pour le profit de quelques ambitieux, assouvirent désormais tout le genre humain au travail, à la servitude et à la misère.
Donc c'est ça l'idée de Rousseau. La société est née sur une association qui est en fait un exercice de dupe. On a fait croire aux pauvres qu'on avait protégé, mais en fait c'était les riches qu'on protégeait, on protégeait nos biens, et dans le fond, bah, ça permettait que les pauvres ne nous embêtent pas trop, parce que maintenant tout le monde allait défendre les propriétés de quelques-uns. Et du coup, ça va être tout le combat politique de Rousseau, et ça c'est dans le contrat social qu'on voit ça, eh bien, de contrecarrer ces effets négatifs. Et je vous lis la citation du début du contrat social. Hein. Il va falloir trouver une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. La question de Rousseau, ça veut dire quelle association on peut mettre en place qui permet à chacun de sauvegarder ce qui est le plus important pour lui, à savoir sa liberté, c'est-à-dire son indépendance. Et aussi quelque chose de plus égalitaire que ce qu'on a vu là-haut. Comment l'égalité devient le fondement et la liberté au sens de l'indépendance, que chacun n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Ça va être ça l'enjeu du contrat social, qui est un texte que vous pouvez lire, qui demande de travail. Mais de dire, essayons de trouver, maintenant qu'on est dans l'état civil, on ne peut plus revenir complètement à la dépendance première, mais essayons de trouver une association qui fait que chacun eh bien, garde au maximum son état naturel, c'est-à-dire son indépendance fondamentale qui le rend heureux. Voilà. Et puis qu'il soit quand même au service du coup, de l'égalité des conditions de chacun. Et du coup, vous voyez, hein, donc on a vu dans le discours sur l'inégalité comment Rousseau conçoit l'état naturel de l'homme et l'avènement de la société, qui a été la cause de tous ces maux. Et dans l'ouvrage Le contrat social, il va essayer de remédier à ça. Donc il part bien du constat que l'homme est naturellement indépendant, qu'il n'a pas besoin de ses semblables, que ce n'est qu'à cause de ses progrès et des obstacles que lui a présenté la nature qu'il a été obligé de s'associer. Il a été obligé de s'associer devant les obstacles de la nature. Mais il va falloir trouver une association qui est telle qu'elle soit équitable, et donc non pas au profit de quelques-uns, et qu'elle eh bien, respecte la liberté de chacun. Oui. Comme l'association, elle n'est pas naturelle, contrat social, c'est un contrat, il va falloir trouver une association qui soit la plus équitable possible, et pas au bénéfice de quelques-uns, comme les sociétés se sont bâties dans l'histoire. Hein, il faut imaginer l'Ancien Régime, hein, où certains avaient beaucoup plus de droits que les autres, hein, se replacer dans cette idée-là, et où chacun reste aussi libre qu'auparavant. Alors, c'est tout le système politique de Rousseau, hein, que vous pouvez lire dans le contrat social, et qui est certainement à la base assez profonde de nos républiques. Hein. Quand on réfléchit un peu, on voit bien comment liberté, égalité, on retrouve hein, exactement ce que nous dit Rousseau là. Exactement. Le peuple est souverain, il est constitué par l'union de tous dans un contrat social, et c'est lui qui va faire la loi auquel tous se soumettront. Et comme chacun se soumet à la loi qui l'édicte, eh bien cette loi ne peut pas être oppressive, et la liberté de chacun est respectée. Ça va être ça la pointe de Rousseau. Alors, je voudrais faire dialoguer un peu Rousseau avec ce qu'on a vu avec la Bible pour poser un discernement sur tout ça. Et après qu'on puisse échanger, parce que je pense que ça pose beaucoup de questions. Bon, d'abord, vous voyez, c'est certainement que Rousseau fait partie des penseurs qui ont influencé le plus notre société moderne. Et j'ai pas, pour ce cours que je me suis plongé un peu dans Rousseau. Et vraiment, j'ai la conviction de plus en plus qu'il faudrait vraiment, j'ai envie de continuer à le travailler, parce que je pense que vraiment, pour comprendre la société telle qu'elle fonctionne, Rousseau est vraiment un penseur assez fondamental. D'abord, il y a cette idée d'une indépendance profonde de l'être humain qui fait que l'association ne peut être que le fruit d'un contrat qui est utile au protagoniste. Tous les mots de cette phrase sont importants. Indépendance des personnes, contrat pour les lier, utilité du contrat. Et dans le fond, on voit apparaître tous les impensés de nos sociétés occidentales.
D'abord, cette idée que nos relations n'ont de sens que si elles me sont utiles. Comme c'est un contrat, comme normalement je suis naturellement indépendant, si je m'associe aux autres, c'est que c'est pour mon bien, c'est que je dois en tirer un bien, parce que ça m'est pas naturel. Donc c'est pour mon utilité. Et regardez comment on est dans ce monde-ci de l'utilité. Je travaille dans cette entreprise tant que cela me sert d'une manière ou d'une autre. Si j'ai une meilleure opportunité, je vais la quitter sans me poser de questions. La vie conjugale, aujourd'hui, elle est vue sous cet angle. Je n'ai quand même pas à rester avec telle personne alors que j'y trouve plus mon intérêt, qu'on se dispute tout le temps, que dans le fond, je suis plus heureux avec cette personne. Mais quel sens ça a de rester avec cette personne qui ne trouve plus mon intérêt? C'est un contrat. C'est un contrat entre nous, un contrat conjugal, quand il est plus satisfaisant, que chacun retrouve son indépendance pour son bonheur. Et rejeter ça, c'est en fait, c'est me renier dans ce que je suis le plus profondément. Un être indépendant qui a le droit à ce bonheur dans l'indépendance. L'importance, donc ça c'est l'importance de l'utilité dans nos relations, voyez, si marquante dans nos sociétés contemporaines. L'importance du contrat, on sait l'importance du juridique dans nos sociétés. Avant, on se faisait confiance. Une parole avait autant de poids qu'un écrit. J'étais engagé dans une relation et cette relation, elle avait du sens. Elle allait être fiable. Je crée une relation à travers tel ou tel accord commercial ou autre. Quand la relation n'a plus de poids, quand c'est juste mon intérêt qui est en cause, eh bien, il reste juste mon intérêt, effectivement. Je dois juste faire attention de ne pas me faire avoir ou de tirer mon épingle du jeu au bon moment. Si je suis fondamentalement indépendant, il faut un contrat qui me soit avantageux, je dois faire garde de ne pas me faire avoir. Et chacun cherche son intérêt. Donc, dans le fond, être fiable, je sais pas quoi, en fait, n'est pas la condition humaine. Parce que être fiable, ça veut dire qu'on est d'être relationnel. Et que créer des relations fiables, c'est notre dignité. C'est plus le cas dans le système de Rousseau. Vous voyez, on pourrait dire, je crois vraiment que l'individualisme contemporain repose en bonne partie sur cette idée d'indépendance originelle telle que Rousseau la dépeint. Et sur le fait que la relation n'est qu'un contrat qui doit maintenir tout possible chaque contractant. Alors, vous voyez, on voit à quel point cette vision s'oppose à la parole de la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel contraste! L'homme est fondamentalement indépendant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible nous dit au contraire que l'homme est essentiellement un être relationnel, qu'il n'existe jamais indépendant des relations qui le constituent, que les liens de la famille sont essentiels, qu'on est toujours l'enfant de tel parent, le frère ou la sœur de tel autre, que les relations amicales professionnelles ne peuvent reposer que sur la confiance et une forme d'alliance. Eh bien, la confiance que l'autre va être digne de la foi que je lui ai donnée, qu'il va se comporter droitement, qu'on on s'est jamais fait tout seul, que la parole est structurelle à notre être, qu'elle n'est pas un apprentissage, on peut dire accidentel de l'histoire humaine. Voilà, et que dans le fond, ce don de soi de créer des relations, c'est la force de notre vie, dans tous les domaines de notre existence. Et dans le fond, vous voyez la différence essentielle de vision de l'homme. Et pour encore nommer un point de différence, cette insistance sur la liberté renverse aussi assez profondément le message biblique. Parce qu'on avait vu dans la Bible, on avait vu qu'on avait travaillé la conscience, que, pour la tradition judéo-chrétienne, la liberté et le bien sont intimement liés. Adam et Ève sont libres, ils peuvent se mouvoir par eux-mêmes, ils peuvent décider d'agir de telle ou telle manière, mais il y a bien une loi qui leur est donnée, vous vous rappelez, la connaissance du bien et du mal, qui montre que cette liberté, elle est faite pour s'ordonner au bien. Voilà. Ils ne sont pas faits pour le mal. On a vu ça. L'homme doit choisir, mais il doit choisir le bien pour vivre et pour être heureux. Ça, c'est la texte biblique. Tu peux choisir, mais choisis la vie. Tout le texte du Deutéronome nous dit ça. Et quand ils se coupent du bien, quand ils choisissent le mal, ils découvrent qu'ils sont nus et vont se cacher. Ça, c'est la vision chrétienne de l'homme. Mais pour Rousseau, les choses sont profondément transformées. On pourrait dire, ce n'est plus la liberté qui est ordonnée au bien,
le bien, c'est la liberté. Le bien, par essence, c'est la liberté, c'est-à-dire c'est l'indépendance. C'est le fait de pouvoir faire comme je veux sans être contraint par d'autres. C'est ça le bien par excellence. L'important, c'est d'être libre, et toute entrave à cette liberté est vue comme l'offense suprême. Si l'indépendance est la chose la plus essentielle de l'être humain, eh bien, c'est toujours ça qu'il faut préserver. Et on voit à quel point, vous voyez, ça conditionne notre vision de l'homme aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les choix individuels doivent être respectés comme, à condition qu'ils ne nuisent pas aux autres, comme un absolu. Et il n'est pas permis de demander si ces choix sont bons, s'ils sont constructifs, s'ils permettent de s'accomplir. Si tu veux avoir telle vie sexuelle, si tu veux tout plaquer pour aller vivre aux Maldives, si tu veux avoir un enfant tout seul, si tu veux te donner la mort, eh bien très bien, c'est ton choix. Qui est-on pour t'en empêcher? Ton indépendance est la chose la plus précieuse, ta liberté est la chose la plus précieuse. Eh bien si c'est ainsi que tu trouves ton indépendance, mais qui serais-je pour t'en empêcher? Alors effectivement, il ne faut pas que ça blesse les autres. Là, on connaît qu'il y a un problème parce que du coup, la liberté de l'autre va entraver la mienne ou celle des autres. Donc là, on peut dire à quelqu'un, ça, c'est pas bien. Mais si a priori, ça n'empêche pas la liberté des autres, qui serait-on pour dire que c'est pas bien? Si le bien est la liberté, qui je suis pour dire à quelqu'un que de se donner la mort, c'est pas bien? Ou qui je suis pour dire que faire un bébé tout seul, c'est pas bien? Si c'est ta liberté. Donc, vous voyez, on voit l'opposition profonde d'une telle anthropologie avec l'anthropologie chrétienne, où nous ne serons libres que dans le bien, que dans un amour authentique qui a une certaine objectivité. Tout plaquer pour partir aux Maldives, si c'est une fuite devant ses responsabilités, eh bien, dans le fond, ça n'a pas de sens et ça sera bon ni pour moi ni pour les autres. Faire un enfant tout seul, est-ce que c'est respectueux du droit de l'enfant? Est-ce qu'un enfant est un droit? Etc., etc. Vous voyez, dans le fond, nous, on va réfléchir, un chrétien, en disant, est-ce que ta liberté est ordonnée au bien? Rousseau, il dit, le bien, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Donc, vous voyez comment les choses sont renversées très profondément. Alors, bien sûr, dans la théologie chrétienne, on dit bien que c'est devant Dieu que chacun agit, hein, et que c'est ta conscience qui le jugera, mais justement, c'est dans la relation à Dieu qui discerne le bien qu'il a à faire. Le bien dans une relation, et pas simplement à partir de lui-même. Puis enfin, pour finir, et on va avoir un peu de temps pour réfléchir ensemble, c'est qu'on voit que dans ce discours sur l'origine de l'inégalité, vous pouvez relire si ça vous intéresse, on voit comment Rousseau a proposé un autre récit des origines. Je vous ai dit qu'au départ, il dit « Ma description de l'état de nature, je ne sais pas si elle a jamais existé. » Mais dans le fond, ce qu'il nous décrit, c'est l'état naturel, c'est une forme de paradis perdu. C'est ça que nous décrit Rousseau, un paradis perdu où l'homme aurait été indépendant, juste à satisfaire ses besoins fondamentaux comme n'importe quel animal, et qui aurait été comblé, etc. Et sa dégénérescence, avec l'apparition de la société, apparaît à la limite comme un contrepoint au récit biblique. C'est plus le péché, la coupure avec Dieu qui a créé le mal, c'est la vie sociale. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme quasiment un autre récit des origines que nous propose Rousseau. Un homme naturellement indépendant, heureux, et puis la progression de la société qui le rend malheureux. Nous, on dit un homme en relation avec Dieu, heureux, qui se coupe de Dieu, qui devient malheureux. Mais vous voyez, du coup, mais Rousseau propose, vous voyez, un autre récit des origines, quasiment un autre mythe fondateur. Et du coup, c'est peut-être là qu'il faut situer le débat. À quel mythe fondateur on croit? Et peut-être que c'est là aussi où il faudrait faire dialoguer Rousseau, il faudrait dialoguer avec Rousseau dans notre société. Par exemple, la question de la parole. Comment la parole peut apparaître dans le système de Rousseau? Est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est vraiment, on peut tenir jusqu'au bout que la famille n'est pas une réalité naturelle, etc., etc. Oui, il me semble qu'il faudrait réfléchir, pour réfléchir à la mentalité contemporaine, il me semble qu'il faudrait réfléchir, enfin, il n'y a pas que Rousseau, il y a d'autres penseurs, mais aussi à la pensée de Rousseau, dans ses fondements, pour voir si les hommes et les femmes d'aujourd'hui acquiesceraient réellement aux fondamentaux de la pensée de Rousseau, parce qu'ils en vivent sur les conséquences, en tout cas. Voilà un peu ce que je voulais vous dire et on va pouvoir échanger un peu tous ensemble. Je vais quitter le partage d'écran. J'espère que je ne vous ai pas achevé à tout jamais. Et je suis heureux d'échanger, soit sur des questions de fond,
Ça, c'est une question de compréhension, etc., etc. Bertrand ou Françoise? Il faut ouvrir le micro, hein. Lionel, je veux bien commencer à échanger, mais ça va être un peu difficile parce que je suis profondément en désaccord avec vous. Ça va très bien. Il faut quand même bien que je vous le dise. Ouais, allez-y, au contraire. Alors, je vais essayer de le dire et de l'exprimer. Je suis profondément en désaccord quand vous opposez le mythe rousseauiste et, disons, le mythe biblique. Bon, je commence par le dire cash comme cela. Oui, oui, Alors, allez-y. je reconnais que vous avez, à propos de Rousseau, apporté les subtilités qui Ah, on vous a perdu, Bertrand. honorent Ah, on vous a perdu. Il faut reprendre votre. Vous m'entendez, Bertrand? Vous m'entendez? Comme quoi, critiquer le père Lionel, ça peut coûter cher, hein. Allez-y, Bertrand, on vous entend pas bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Aïe, aïe. Essayez de débrancher, de rebrancher. Ah, allez-y. Ah, Là, c'est bon. Je crois que c'est bon, là, Bertrand. Ah, il va se reconnecter. Zut. On l'attend. On va attendez, on va attendre une seconde parce que c'est quand même une bonne question. Donc, ça vaut le coup de l'attendre une seconde. Ou alors, allez-y. Est-ce que la vôtre a une autre remarque, une autre réflexion, objection? Et après, ça ne peut pas ne pas susciter de débat, un texte pareil. Il faut y aller, là. Je veux bien prendre le relais. La pensée de Rousseau est quand même un peu ancienne. Ce qu'il présente, c'est ce qu'on appelle maintenant l'utopie du bon sauvage. L'utopie du bon sauvage, mais c'est une utopie. Le bon sauvage n'a jamais existé. Et en particulier, le fait de dire que l'homme naturel est indépendant et n'a pas besoin de relations avec les autres, c'est parfaitement contradictoire avec ce qu'on sait maintenant qu'un homme ne peut venir à la vie, je veux dire, se développer qu'en interaction avec les autres, dès le stade maternel et même avant d'ailleurs. Et bon, on ne peut pas dissocier l'homme, même en l'état le plus primitif possible, de la relation avec les autres. Ça c'est clair, c'est des questions de psychologie, de comportement, etc. C'est maintenant bien entendu. Donc là, ce que dit Rousseau est quand même très daté. Ben, merci, mais comme je pense que les conséquences, on en vit encore beaucoup, et ben merci, je trouve que c'est intéressant. On va pouvoir vous dialoguer avec nos contemporains sur cette question. Bertrand, on a juste laissé la parole à Yves parce qu'on vous avait perdu, mais on vous redonne la parole. Reprenez parce que ça a coupé, donc on n'a pas bien entendu. Reprenez bien. Aïe, aïe, aïe. non, il y a un problème de connexion, hein, apparemment. C'est bon, là je vous entends. Ça y est, on vous entend. Nous, on vous entend, Bertrand. Tu peux envoyer un message. Vous n'entendez pas, Bertrand? Est-ce que c'est l'état naturel de Bertrand? Est-ce que vous entendez, Bertrand? Nous, on vous a entendu? Ouais. On a été coupé, mais est-ce que là, vous m'entendez? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez-y, reprenez bien votre réflexion parce que du coup, on l'a pas entendu. Et qu'est-ce qu'a dit Yves? Alors Yves, il a juste dit qu'aujourd'hui, disons, les progrès de la compréhension de l'homme, psychologique, scientifique, fait que dire que l'homme n'est pas essentiellement relationnel serait facilement remis en question. Oui, alors je ne sais pas comment articuler avec cela. Non, mais dites votre idée. C'est bon, deux idées, mais c'est complexe. D'abord, le mythe rousseauiste. Rousseau dit lui-même que
enfin, vous l'avez bien dit, Lionel, c'est-à-dire que c'est un mythe, c'est-à-dire qu'il a, à la fois, il construit un mythe, mais il n'a aucune idée de cela. Alors, cette question de, bon, juste une idée, cette question de l'indépendance et de la liberté comme un principe fondamental et a priori. Évidemment, c'est quelque chose qui est complexe dans l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée jusqu'à nous. C'est quelque chose d'absolument fondamental, mais c'est absolument essentiel de garder cette dialectique en tête qui est que la liberté et l'indépendance, c'est à la fois un principe fondamental et c'est quelque chose, disons en psychologie de l'enfant, dont on sait bien que cette indépendance, elle se conquiert de haute lutte et la liberté, bon, disons qu'elle est à la fois un principe absolu et au départ et quelque chose à gagner, à conquérir, si vous voulez. Si on n'a pas cette contradiction en tête, du coup, on aboutit comme ça à opposer Rousseau et le mythe rousseauiste au mythe biblique. Ce que vous faites, quand vous dites l'homme n'est pas fait pour être seul, mais bon, vous nous avez donné la chance de lire les deux récits de la Genèse, qui sont quand même bien dans une jolie contradiction l'un avec l'autre. Le premier récit, l'homme arrive, il est loin d'être seul. Dans le deuxième récit, c'est drôle, on crée d'abord l'homme et on dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Bon, ce que je dis là est un peu suggestif, mais c'est juste pour dire que je tiens beaucoup à la contradiction et qu'elle est absolument essentielle. C'est-à-dire, et j'y reviens, donc il y a bien une pathologie à la fois individuelle et à la fois sociale, c'est l'intolérance à la dépendance. Et c'est vrai. Et ça a peut-être un lien avec ce principe fondamental qui vaut dans notre monde, c'est-à-dire ce devoir d'être indépendant. Mais c'est une baliverne. Et ça donne cette pathologie individuelle comme sociale, c'est-à-dire l'intolérance à la dépendance. Voilà. Bon, c'est difficile de dialoguer comme cela, mais je le dis comme ça, puis j'y réfléchirai, mais je suis très gêné par cette façon d'opposer les deux mythes. Enfin, en vous écoutant, j'avais d'autres références. Bien sûr, je crois que vous avez cité Hobbes. Bon, l'homme est un loup pour l'homme. Mais on peut convoquer d'autres mythes contre ceux de Rousseau et qui appartiennent à notre culture contemporaine. Celui de Freud, par exemple, dans Malaise dans la civilisation, ou ses considérations sur la guerre et la mort, enfin diverses choses. C'est important de pouvoir convoquer ces contradictions. Sinon, on en arrive. Alors, juste une chose qui est anecdotique. Vous avez dit plusieurs fois, on ne peut pas faire un enfant seul. Enfin, est-ce qu'il est bien de faire un enfant seul? Mais ça n'existe pas. Aujourd'hui, personne ne fait un enfant seul. Oui, ok. Bon, alors là, c'est une conséquence concrète. On imagine que on peut mettre de côté la relation et on peut, je crois pas. Oui, mais dans la réalité et dans mon métier, je le dis et j'en témoigne, pour avoir accompagné bien des situations comme cela, c'est très idéologique de considérer que les femmes qui font un enfant seul font un enfant seul. Ça n'existe pas. Elles ne font pas un enfant seul. Même quand elles vont en Belgique ou en Espagne. Je voulais le dire quand même. Oui, merci. Merci Bertrand. J'aurais juste. Alors j'entends, je pense pas que j'entends quand vous dites effectivement qu'aujourd'hui l'intolérance à la dépendance, c'est-à-dire on voudrait tous être indépendants. Je dirais effectivement qu'en tout cas notre liberté, nous, c'est justement notre lien à Dieu. C'est le principe même de notre liberté, c'est notre conscience, parce que c'est là qu'on va décider, indépendamment de toutes les circonstances, de toutes les relations humaines. Ça me paraît. Donc en fait pour nous, la liberté est essentiellement le fruit d'une relation, celle à Dieu, et pas d'une espèce d'autonomie ou de dépendance en solo. Et d'autre part, j'entends qu'il peut y avoir d'autres mythes fondateurs, mais moi, la seule chose qui m'a marqué, c'est en lisant le discours sur l'égalité, que, en quelque sorte, disons, peut-être que c'est pour ça aussi que la pensée de Rousseau est si prégnante ou qu'elle est si active inconsciemment, c'est qu'elle propose un contrepoint quand même. C'est-à-dire qu'il c'est pas simplement c'est pas un discours scientifique, psychologique, social, statistique. Ça prétend bien essayer de dire l'essence des choses et comment on est arrivé à cette condition malheureuse de l'être humain. Et il dit effectivement, je ne suis pas sûr que ça se passer comme ça, mais de savoir d'où on vient va nous permettre de savoir comment on doit vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que, alors vous avez raison, c'est pas l'unique, il faut certainement aller chercher d'autres auteurs, convoquer d'autres auteurs. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de dire, mais nous on convoque pour comprendre l'être humain,
le fait qu'il était profondément fait pour être en relation avec Dieu, qu'il s'est coupé de lui. Et que ça, si on n'accepte pas ça, pour un chrétien par exemple, on risque de ne pas comprendre la réalité de la nature humaine et de tous ces drames. Et bien en quelque sorte, Rousseau propose autre chose. Il dit, on ne comprendra rien à l'être humain si on ne comprend pas qu'il est indépendant et que c'est la société qui est à l'origine de tous ces maux. Alors après, vous avez raison, on peut évoquer d'autres personnes, et peut-être même qu'on peut essayer de trouver des convergences, on ne pas des trucs en position frontale. Mais en tout cas, pour moi, la force de Rousseau, c'est aussi cette capacité qu'il a eue de prétendre retrouver l'état originel des affaires. Même si il dit la manière dont je racontais, c'est possible que je n'ai jamais eu lieu, etc. Mais il pourrait très bien retrouver l'état originel des affaires. D'autres questions? Oui, j'aimerais bien que Bertrand explicite l'intolérance à la dépendance et qu'il donne quelques exemples concrets, parce que la conjonction de ces deux mots me paraît très importante et j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus de lumière. Alors, je ne sais pas s'il a entendu. Ouais. C'est Bertrand, c'est pour Bertrand. C'est bon, vous entendez, Bertrand? Je pense que la vie quotidienne est pleine d'exemples triviaux de cette intolérance à la dépendance. Ou on peut le dire à l'envers, c'est-à-dire l'injonction d'indépendance et l'injonction d'autonomie, jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'abandon de nos vieux dans les EHPAD au nom de leur autonomie. On peut citer 1000 exemples comme cela. Et l'intolérance à la dépendance… Mais à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Oui, absolument. Il y a en nous, en chacun de nous, ce combat que nous vivons à des degrés plus ou moins violents. Absolument. Je dirais l'intolérance à l'indépendance à l'intérieur de nous, ça peut nous rendre vraiment malades et ça en rend plus d'un malade. Cette intolérance à dépendre d'eux. D'accord. D'autres, vous avez bien comment t'exprimes, il n'y a pas de… Oui, alors moi déjà, il y a une dépendance que je tolère, c'est celle à Dieu. Mais bon, ça c'était juste une petite réflexion. Moi, il y a un truc que je n'ai pas très bien compris. Vous nous dites que la liberté et le bien sont liés. Ok, ça j'ai bien compris. Et pour Rousseau, le bien, c'est la liberté. Tout en travail, la liberté est insupportable. Très bien. Et après, on part sur l'idée qu'on n'a pas le droit de juger les libertés des autres. Et c'est là que je ne fais plus le lien. Parce qu'effectivement, moi, je ne me sens pas le droit de juger. C'est la conscience de chacun qui fait qu'on choisit le bien. Mais ce n'est pas nous qui, vis-à-vis des autres, allons les juger. On n'est pas là pour ça. Enfin, c'est la conclusion qui m'a un peu dérangée. Non, alors merci beaucoup. Ça va permettre d'approfondir. C'est une très bonne question. Je crois quand même que nous, on pense que un acte, si c'est la liberté pour le bien, ça veut dire que si la liberté, eh bien, elle s'accomplit dans un acte juste, je dois pouvoir rendre compte aux autres de la justice de mon acte. Quand c'est juste, je dois pouvoir expliquer pourquoi c'est juste. Et du coup, je dois pouvoir, c'est pas une question de jugement, mais je dois pouvoir rendre compte de l'acte que je pose. Et nous, je crois que nous, comme chrétiens, on a le droit, sans faire la question de juger, on a le droit d'interroger le bien objectif que l'autre poursuit. Si vous avez un enfant qui vous dit, moi, je plaque tout pour partir demain aux Maldives, bah, vous allez l'interroger en disant, mais est-ce que ce choix que tu fais, il est objectivement bien? C'est-à-dire qu'il va te faire du bien, il va faire du bien aux autres. Alors, vous allez éprouver son choix pour s'assurer que ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une manière je sais pas quoi, parce qu'il y a un problème. Et puis, peut-être que non, ok, c'est un choix vraiment libre qui va construire quelque chose, on se laisse partir. Et ça, ce qui est vrai dans nos relations les plus fondamentales, mais c'est vrai aussi dans notre rapport social. On doit pouvoir interroger quelqu'un en disant, mais est-ce que ça fait sens? Je sais pas quoi, on serait sur l'idée de faire un bébé tout seul, de dire, ok, il va y avoir une fécondation in vitro avec un spermatozoïde d'un donneur hétérogène, ça va être anonyme, rapport au père. En tout cas, je veux dire, moi je crois je pense que là, on s'empêche des choses on a le droit d'interroger est-ce que le bien objectif, est-ce que l'enfant est un droit, etc. Mais
parce que le bien, il est objectif, justement. On doit pouvoir expliquer que c'est un bien. C'est pas la liberté pour la liberté, c'est se donner la mort. Ben, nous, on peut faire réfléchir, mais en fait, ça veut dire que ta vie, c'est toi qui l'as donnée toi-même. Et ben, est-ce que la vie, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un truc que tu t'es donné toi-même, donc tu peux décider par toi-même de... Moi, je crois qu'il y a, qu'au contraire, le fait qu'on sache que la liberté est pour le bien, alors on le fait avec infiniment de délicatesse, respect, mais c'est salutaire. Sinon, sinon, en fait, qu'est-ce qu'on dit? Ah, bah, c'est ton choix, mais le choix, le choix, justement, on doit pouvoir le justifier. Et du coup, il y a une objectivité du choix. Vous voyez, maintenant, par exemple, je crois que c'est important. Et souvent, en fait, bah, les gens ne sont pas très à l'aise là-dessus parce qu'ils ne sont pas très à l'aise pour justifier leur choix. Ça, c'est un autre sujet. Ou alors, du coup, il y a de la violence parce que bah, il y a une forme de violence dans l'acte. Donc, je ne peux pas ne pas réagir violemment parce que je me sens agressé, parce que c'est la violence de mon acte. Mais si je suis en paix, je peux justifier de tout ce que je fais tout le temps. Et même la parole de l'autre, elle m'éclaire sur le bien à faire. En fait, regardez comme dans un monde où on a du mal à discuter. On a l'impression que si on dit quelque chose, c'est remis en cause, ça paraît comme une violence absolue. Mais c'est qu'on on a un rapport à la vérité, au bien qui est quand même faussé. Si je suis en paix, je peux parler de tout. Je peux expliquer pourquoi je fais ça. Et même je suis heureux de dire pourquoi j'ai fait ça. Là, moi, je crois que aujourd'hui, la très grande incapacité à parler, c'est qu'il y a une forme de violence inconsciente. Mais comme on n'est pas des actes même, mais comme on n'est pas capable de le regarder, eh ben, ça rentre dans le fait de dire tu es extrêmement violent quand tu m'interroges. Mais si je suis en paix, je peux tout justifier, honnêtement. Enfin, moi, je crois que c'est vraiment très important. Alors après, c'est pas jugé. Après, la personne, effectivement, elle rendra compte à Dieu de ses actes. Mais si on n'a jamais dit qu'il y a un Dieu, si on n'a jamais dit qu'on est fait pour le bien, si on n'a jamais dit que, bah, je sais pas quoi, je sais rien, toutes les questions morales qu'on peut, bah, que même pas forcément comme morale familiale ou sexuelle, que de quitter son entreprise du jour au lendemain, sans préavis, sans respect du travail qu'il y avait à faire, sans s'assurer bah, qu'il y a quelqu'un qui va reprendre le job, etc., que ça pose des questions. Si jamais on s'interdit toujours, ah ben non, c'est la liberté, je crois que là, on est Il y a une, liberté en absolu qui fait qu'on ne peut plus discuter du bien objectif que l'on suit. il y a une question qui a été à peine effleurée. Quelle est l'origine de la parole? Ben oui, bien sûr. Et pour nous, elle vient essentiellement. Dieu est relation, Dieu est parole. Au commencement était la parole, de Saint Jean. Quand on est créé à l'image de Dieu, on est créé parole, donc on est créé relation. Donc parole, ça veut dire qu'on fait pour chercher la vérité et la dire. Ben oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, la culture du débat, c'est quand même un énorme sujet. Il y a des sujets aujourd'hui qu'on n'a pas le droit d'aborder socialement. Ou sinon, il faut vraiment avoir une vocation de martyr. Avoir une vocation de martyr, honnêtement. Et à mon avis, c'est profondément injuste. On peut ne pas être d'accord, on peut affronter des arguments différents, mais si j'ai plus le droit de dire quelque chose, pour moi, il y a quand même un sujet. Avec peu d'argumentaire, quand même. C'est-à-dire avec pas de... Il y a une différence entre dire, parce qu'on le ressent comme tel, on peut considérer effectivement que de quitter son entreprise pour rester sur un sujet un peu neutre, quitter son entreprise sans s'occuper de ce qui va se passer derrière, c'est pas bien à titre personnel, mais c'est pas la même chose. Là, on peut le dire, on peut l'énoncer à titre personnel, mais je comprends que vous dites qu'on va pouvoir aider les autres mais faut vraiment discerner pour pour le dire aux autres, que eux le font. C'est ça qui me gêne. Moi, je crois on peut toujours interroger de manière non violente et on peut expliquer à des jeunes que l'entreprise, elle a compté sur nous quand elle nous a embauchés, elle nous a fait confiance et que la confiance, c'est un cadeau quand même. Et que même si on a une opportunité, qu'on peut partir, mais qu'on fait les choses bien, on peut dire. Après, mais je suis d'accord, Régine, je suis tout à fait, on n'arrive pas comme ça avec notre gros sabot. Donc, bien sûr, on écoute tout ça, mais on peut, par une question, par c'est pas comme ça, là. Vous voyez, on est fin, mais je crois que, voilà, comme dit Christine, nous sommes des êtres de parole. Et si on peut plus parler, il y a quand même un sujet. Et je trouve que
la violence du climat dans lequel on est, il est dû au fait qu'on ne sait plus échanger. Hein. Donc les gens se crispent, cristallisent, ça se durcit. Quoi, je pense qu'il y a des enjeux, non? Il y a une chose qui est quand même très caractéristique. Rousseau, lui, dit que tout a dégénéré à partir du moment où l'homme a possédé une cabane. Eh bien, on en voit absolument l'illustration à la publicité, à la télévision, la publicité concernant les voitures. Et on a l'impression que l'homme n'existe que parce qu'il a une grosse voiture. Parce que ceux qui ne sont pas exprimés, c'est important que tout le monde s'exprime. Agnès? Oui, ce que je voulais. Non, j'ai trouvé intéressant dans ce que vous disiez entre le contrat et l'alliance. Parce que je crois qu'il y a aussi une différence entre l'indépendance et l'individualisme. Moi, j'ai lu récemment une enquête qui a été faite auprès des étudiants, donc des gens qui ont 21, 22 ans, qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Et on leur demandait quel type d'emploi ils voulaient. Et ils ont répondu avec une majorité écrasante qu'ils voulaient qu'il y ait une entreprise avec du sens et avec du lien. Donc, on est en plein dans la dépendance. Et c'est différent de l'individualisme. C'est être altruiste, faire quelque chose pour la société. Et là, on est dans l'alliance. On n'est pas dans un contrat. Bien sûr, moi j'ai lié l'indépendance et l'individualisme. Et là, vous avez raison, les jeunes demandent de la dépendance, LA plus loin, dépendance et du lien. Donc je suis bien d'accord, là c'est plutôt très réjouissant. Merci. Ouais, donc c'est assez optimiste en fait, la génération qui vient. Merci. Geneviève, vous avez quelque chose? Oui, je voulais revenir sur l'importance de la parole. On dit que la violence des jeunes est en partie due au fait qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer. Ils n'ont plus que la loi du plus fort et ils ne peuvent plus. Moi, je pense que je serai professeur, je ferai des concours d'injures dans les écoles pour que les gens puissent voir, comment dire, la gamme de sentiments qu'on peut exprimer. Merci Geneviève, moi je suis aussi très d'accord avec ça. Je pense que la perte de la culture, notamment par l'espèce d'immédiateté de la technologie, fait qu'on n'a pas aidé nos jeunes à porter leurs propres sentiments. Comme on se perd toujours en se fuyant dans son portable, eh ben, je ne peux pas porter en moi une colère. Et je vais mesurer la nuance de ma colère et comment je vais traiter ma colère. Mais si jamais j'ai appris à porter mes sentiments, le jour où il y a un problème, je vais tuer le petit copain de mon ex qui a 14 ans. Je lui dis, mais on marche sur la tête. Parce qu'on n'a pas été capable de porter parce qu'il n'y a pas d'adultes. L'indépendance absolue, les portables fait qu'ils sont tout seuls. Il n'y a plus d'adultes qui sont là. Et puis j'ai pas appris à porter son humanité. C'est le fruit de l'attention, de la concentration, du travail, de la patience. Quand il n'y a plus tout ça, comment on porte son humanité? C'est vrai, c'est une grosse question. Est-ce que quelqu'un qui ne s'est pas exprimé veut prendre la parole? Est-ce que Bertrand, est-ce que vous avez toujours une main? Bertrand, vous voulez reprendre la parole ou... Je ne veux pas la monopoliser, mais la parole. Mais quand même, vous dites il faut être martyr pour défendre certaines idées qu'on a aujourd'hui. Là aussi, enfin, comment dire? Je crois que ça dépend des situations. Je vous pose une question, Lionel. Vous, comme prêtre, est-ce qu'il ne vous arrive pas tout de même de renoncer dans votre devoir et votre activité pastorale d'être, je vais le dire entre guillemets, athée, c'est-à-dire de renoncer à vos opinions sur la PMA, l'homosexualité et que sais-je encore, et dans votre écoute pastorale d'écouter indépendamment de toute opinion que vous avez sur la question. Je ne sais pas si je suis clair, mais je suis en train de vous raconter une chose, et c'est comme psychanalyste que je parle. Je dirais volontiers que le psychanalyste est athée par méthode,
Et je sais que j'ai pas mal de collègues psychanalystes qui prennent position au nom de la psychanalyse sur toutes ces questions-là. Et donc, ils se font martyrs à leur manière, si vous voulez, pour se prononcer pour ou contre l'homosexualité, la PMA ou que sais-je, le mariage pour tous, etc. Or, c'est ça la question que je voudrais débattre avec vous ou échanger avec vous. Une proposition que je vous fais, une idée que je lance. Vous comme prêtre, moi comme psychanalyste, je crois qu'à ce sujet, on a un devoir d'abstinence assez souvent. Mais merci. Moi, je dirais les choses autrement. Je dirais que, comment dire, que quand je vais rencontrer quelqu'un dans une situation compliquée, j'arrive comme je suis. J'arrive avec ma foi, j'arrive avec ma relation à Dieu, j'arrive avec ce que je pense être le bien. Mais que, comment dire ça, que c'est un peu ce qu'a dit Roselyne. C'est-à-dire qu'en fait, la question pour moi, c'est pas d'imposer ma vérité. La question, c'est plutôt d'être capable de dialoguer avec la personne pour qu'on arrive ensemble vers la vérité. Et qu'en fait, lorsqu'on est dans cette logique-là, on ne renie pas sa foi, on est soi-même. Mais en quelque sorte, on fait le plus grand pari que la personne même, la vérité témoigne en elle. Et qu'on peut dialoguer. Et ça, moi, ça a été souvent mon expérience. Par exemple, je sais pas quoi, de temps en temps, j'ai eu des couples qui m'ont demandé de rebénir une union. Alors qu'ils avaient déjà été mariés, etc. Au départ, je n'ai pas comme prêtre, j'ai pas le droit de faire ça. C'est un peu bon. Puis en fait, je me suis dit, mais il demande quelque chose, il faut écouter, il faut accueillir. Et j'ai rencontré, et puis j'ai invité les uns les autres, en fait, à faire le travail de relire leur histoire. Est-ce que, ok, il y a quand même une union, vous êtes engagés, vous avez dit un oui pour toujours, etc. Bon. Donc ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, ça existe. Est-ce que vous êtes capable de mettre des mots là-dessus? Et je me suis rendu compte, d'une part, que les gens étaient très prêts à parler, très prêts à parler. J'étais très heureux qu'on les invite à relire leur histoire, à comprendre ce qui s'était passé, etc. Et là, à partir de l'intérieur, on va essayer de trouver une solution. Mais la solution que je vais trouver, en quelque sorte, c'est justement, vous voyez, en fait, c'est toujours le problème, c'est qu'il y a toujours une distinction entre la parole morale, le principe moral, qui est pourtant important et objectif, de sa réalisation concrète pour quelqu'un. Par exemple, je sais pas quoi, c'est mieux de ne pas être dépendant de la cigarette, c'est mieux, bon, je ne suis pas vraiment un dramatique, mais si je vois quelqu'un qui fume depuis 10 ans, je ne vais pas lui dire, ah bah, il faut arrêter la cigarette. Je sais bien que c'est impossible. C'est pas comme ça que ça va se faire. Donc, en fait, il y a toujours une distinction entre le principe moral, on avait vu ça quand on avait parlé de la conscience, qui est générale, et la condition d'une vie d'une personne qui est toujours particulière. Du coup, pour se poser un jugement moral particulier, il faut en même temps avoir les principes et surtout la connaissance de la situation particulière de la personne. Et du coup, pour moi, il n'y a aucune opposition entre le fait d'avoir des valeurs, voilà, de dire que tout ne se vaut pas, on ne peut pas dire que tout est pareil, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui sont bonnes ou pas bonnes, et l'écoute profonde de la personne dont je sais que sa conscience lui dit des choses, l'invite aussi au vrai et au bien, et ce dialogue profond, frère éternel, en vérité, où on va laisser émerger la vérité d'elle-même. Mais vous voyez, moi, je me suis rendu compte qu'on pouvait toujours parler, et que quand je parlais comme prêtre, voilà, en interrogeant, non, mais du coup, et ça a été source de vie, voilà. Mais que les gens parlent, et qu'ils ont une conscience, et que Dieu parle en eux. Je suis pas en train d'annoncer mon truc. J'ai la profonde conviction que moi, ce que j'ai découvert de Dieu, et bien dans le fond, l'autre fait aussi sa propre découverte dans sa conscience. Et du coup, on peut cheminer ensemble. Et ça change tout. Et en même temps, j'ai pas besoin de me renier. Mais on a. Lorsque, par exemple, pour une PMA, je peux dire, mais vous êtes au courant, par exemple, que vous savez que la PMA, il y a une destruction d'embryon. C'est rare que les gens disent oui, mais je m'en fous. Hein. Je veux dire, ça interroge. J'ai pas entendu là. Si par exemple, quelqu'un me dit, voilà, j'ai fait une PMA, etc., mais voilà, il va interroger. Vous êtes au courant, par exemple, que dans une PMA, souvent, comme c'est des pratiques difficiles, on va faire plusieurs embryons qu'on va donc garder, qu'on va congeler, on va en implanter plusieurs, après on va faire une réduction embryonnaire, donc on a réinjecté 4 embryons et on en détruit 2 ou 3. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et pour personne, c'est une question neutre. Pour personne, c'est une question neutre.
Pour personne, c'est une question de l'autre. Mais si jamais personne dit, mais vous êtes au courant qu'il y a une réduction embryonnaire? Si personne ne dit jamais, par pas blessé, et la personne ne me reproche jamais d'avoir posé la question. Parce que je suis d'accord avec vous, Bertrand, c'est pas pour si on arrive de manière morale, on arrive parce qu'on a moi j'ai la conviction profonde qu'on va être heureux dans le bien. Et du coup, en tout cas, d'être capable d'assumer un acte avec aussi ces syndromes graves, en fait, ça restaure la liberté de quelqu'un. Et du coup, je pense que, je sais pas quoi, pour l'homosexualité, on va pas parler avec un jeune de 14 ans qui pense qu'il a des tendances homosexuelles, avec quelqu'un qui a 50 ans et qui vit depuis 20 ans en couple. C'est sûr. C'est sûr. On va écouter chacune des situations, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et la personne est capable de relire son histoire. Hein. Et elles n'idéalisent pas du tout tant que ça leur vie. Dans le réel, je peux vous dire qu'elles n'idéalisent pas du tout tant que ça apprend autant que moi, aussi bien que moi. Et qu'elles peuvent mettre à jour des blessures et tout ça. Parce que tout ça, c'est assumé. Et c'est assumé aussi devant Dieu. Et quel chemin de vie on va trouver? Ah voilà, c'est une bonne question. Mais en même temps, vous voyez, de pas être dans cette espèce d'athéisme, ce qui fait qu'il ne faudrait plus rien dire. Je ne crois pas. Je crois que en tout cas, moi, en tout cas, à ma place comme prêtre, je crois que l'écoute active fait que les gens sont heureux. Mais bien sûr, avec un infini respect, avec une délicatesse absolue, avec que le désir du bien de la personne, avec pas de solution à l'avance décidée. Bien sûr. Bien sûr. Et on a la même expérience dans le dialogue avec les petits-enfants, parce que devant leur choix de vie, devant les décisions qu'ils prennent, la nécessité du dialogue, écouter, c'est ça le problème, c'est écouter et savoir quand est-ce que je peux parler et quand est-ce que je dois me taire. Parce qu'il est bien évident qu'il y a des moments où le silence est nécessaire pour pouvoir continuer à dialoguer plus tard. Mais oui. Mais oui, merci Christine. Et je crois, vous voyez, que souvent, je pense que ce qu'on a à construire chacun en nous, c'est une faculté d'écoute qui passe aussi par l'étude. C'est quand on étudie, on écoute un texte, on essaie de comprendre jusqu'au bout, en essayant de comprendre les articulations, la finesse, et que dans le fond, c'est la même faculté quand on écoute quelqu'un vraiment, entendre ce qui se joue, voir derrière les mots, mesurer que l'important, en fait, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est toute cette espèce et ça doit se construire en nous. Et à ce moment-là, on va dire, oui, sur tel point, là, si je balance mon truc maintenant, vous y êtes, il faut que ça advienne de l'intérieur. Donc là, c'est pas le sujet. Enfin, maintenant, on n'en est pas là. On verra plus tard, on n'en est pas là. Et ça, je suis convaincu, c'est fondamental. C'est pour ça que la prière personnelle, l'étude, c'est une quand même capacité à développer notre faculté d'attention, le silence. En fait, c'est très important. Ça. Les gens ont besoin de ça. Hein. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin que d'une chose, c'est des gens qui les écoutent. Et personne n'a de temps. Mais écouter, c'est pas dire moi aussi, mon père est gendarme. C'est le bronzé là. Où on part, dès que quelqu'un dit quelque chose, on rebondit sur le truc qui nous correspond à nous. Et ça, c'est pas écouter. Écouter, on s'en fout que mon père est gendarme. Qu'est-ce que lui, il vit? Et ça, on a une tendance à aller tout de suite dire non, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qui est important? Et ça, je crois que moi, en tout cas, je pense que là, c'est beau tout ça. Hein, c'est chouette. Et à ce moment-là, on n'est pas dans la moralisation même est souvent un manque d'écoute. Mais si on a écouté, on n'est pas moralisateur et en même temps, on est vrai et on aide à grandir. On aide quand on chemine. Bon, c'était riche tout ça. Ouais. Alors, petite question. Il est 22h, on va s'arrêter. Alors, il y a deux possibilités. Déjà, j'avais en tête qu'on puisse faire encore une dernière la semaine prochaine, avant la fête paroissiale et puis un peu la fin de l'année. Alors, il y a deux possibilités. Soit, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que, alors on a quand même perdu un peu de monde avec on peut refaire un petit coup de pub ce week-end. Est-ce qu'autant de le faire en présentiel, on peut, pour quand même finir l'année ensemble? Première question. Et deuxième question, est-ce que on fait un peu un travail un peu de bilan, c'est-à-dire que chacun se pose un peu cette semaine et dit qu'est-ce que moi j'ai gardé de ce parcours.
soit capable de dire un peu une parole personnelle sur ce qu'il a appris. Donc, ça pourrait être quand même intéressant. Ou alors on repart, au départ, comme je ne pensais pas qu'il y aurait le problème la semaine dernière, j'avais un texte de pas lire un texte sur le péché originel. Je crois que ce serait quand même bien qu'on échange un peu librement comme on a fait là, à partir de tout ce qu'on a vu, non? Ça obligerait chacun aussi à relire un peu les choses, à voir ce qu'il garde, d'aller voir les points qu'il aura envie de travailler aujourd'hui. Et les souhaits pour l'année prochaine? Et puis du coup, on parlera aussi un peu des souhaits pour l'année prochaine. Alors, est-ce qu'on entérine le fait qu'on c'est vous qui aurez la parole et qu'on prend un temps de… Donc n'hésitez pas, vous voyez, à revenir sur un truc biblique ou sur une idée qu'on a développée, quoi, essayer de relire un peu le chemin parcouru. Ça, on entérine, je crois que c'est bien quand même qu'on fasse un bilan, et pas repartir encore sur un dernier truc. Et présentiel, alors maintenant on a le confort, mais moi, vous savez, j'enseigne la formation des responsables, là. On s'est retrouvé en présentiel mardi dernier et quand même, il y a quand même des choses qui se jouent en présentiel qu'on n'a pas en visio. Hein. Qui est pour le présentiel? Levez la main. Moi. Ouais, d'accord. Il y a quand même vraiment un délire. Ah bah, ouais. Je crois qu'on échange plus facilement en présentiel. Ouais. Et bien, très bien. Et puis, alors, du coup, comme on va essayer, ok Francis, mais comme on va essayer peut-être, je vais peut-être inviter du coup à la messe ce dimanche, j'ai invité ceux qui veulent aussi réfléchir un peu sur la formation pour l'année prochaine à venir. Ils écouteront ce qui se dira. Et vous, n'hésitez pas du coup à préparer un peu parce que ça sera riche de nos apports à chacun. Et voilà, tu dis, qu'est-ce que moi je retiens de ce qu'on a fait. Bon, là, on est plus sur la tradition, mais peut-être aussi, on fait ça? On va dire un Je vous salue Marie. Et puis, éventuellement, juste pour vous dire, j'aimerais bien faire un point avec vous là, sur le 27. Donc, éventuellement, à la fin, là, quand tout le monde se déconnecte, on peut prendre encore 5 minutes. Si vous voulez bien, comme ça, on va dire un Je vous salue Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à chacun. Bonsoir. 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 À bientôt. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Dimanche. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas. Voilà. Il faut vous déconnecter. Henriette, vous pouvez vous déconnecter. Voilà. Monique aussi, il faut vous déconnecter. Je ne sais pas si Monique, vous nous entendez. Bon. Non, je vais juste faire un point sur deux, trois petites choses. Est-ce que d'un point de vue, vous avez lancé un mail à l'équipe de convivialité, tout ça pour l'organisation Ah oui, d'accord. Ok, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, je pense, alors, par exemple, Christy Pellistrandi, je pense qu'elle était partie pour un coup de main, tout ça. J'ai fait un mail cet après-midi et elle m'a répondu déjà, Christine. Ah, elle était déjà dans… Ah bon, d'accord, parce qu'elle a dû m'en parler. Je l'ai fait que cet après-midi parce qu'il y avait d'autres choses à faire avant. Oui, ok, pas de souci. D'accord, c'est donc bon, ça va. C'est parti. Bon, et du coup, je voulais quand même faire le point un peu parce que
je veux dire, bon, très bien, ça va être l'occasion pour Eliseo et moi de la communauté, mais je me disais aussi, est-ce que c'est l'occasion quand même de faire un petit bilan d'année ou vous voyez que je veux dire, l'enjeu, c'est aussi, il n'y a pas que ça, quoi, la paroisse a vécu. Est-ce que, bah, du coup, par exemple, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est plutôt à Je la vous fin de entends la pas messe? du tout là. Ah, vous n'en Je ai vous pas. entends pas du tout. Ah bon. Est-ce que là, Ça y est. Oui. Ah non, vous ça y m'entendez? est. Vous êtes très coupé. On va revenir. Est-ce que là, moi, je Là, suis ça en mode va. stable. Peut-être que c'est mieux. Là, ça va un peu mieux. Mais non, 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 vous êtes immobile. Alors, attendez. Attendez. Mais Non, on va y est-ce que, arriver, on va y arriver. parce que demain, sinon, moi, demain soir, il faut que je passe à la paroisse parce que je veux faire le bilan de ce qu'il y a dans la réserve. Donc, je passerai vers 5h30, 6h, si vous voulez qu'on se voit à ce moment-là. Alors, 5h30, 6h. Vous m'entendez pas mieux là? Si, ça va mieux là, ça va là. Là, c'est bon. Du coup, on va voir si ça marche. Peut-être que mon truc était peut-être pas très bien branché, peut-être que c'est mieux. Ouais. C'est bon? Ouais. Oui, ça va. Là, c'est bon. Du coup, non, non, ce que je disais, c'est que je disais pour le 27, en fait, je disais, bon, ok, cette pour vidéo et pour moi l'occasion de dire au revoir. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de finir l'année, tout ce qui a été vécu, souvent on fait un peu une relecture, etc. Donc, du coup, je me demandais un petit peu ben voilà, comment aider pour que je sois bien équilibré. Ouais. Pour l'instant, en fait, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt à la fin de la messe qui est prévue notre intervention, ou est-ce que dans l'apéritif, il y a des choses prévues? Alors, il y a des choses prévues pendant la messe, bon, enfin, Oui, oui. sans des, bon, avec Non, les non, sans enfants, trop dévoiler. voilà, Mais au moment de l'offertoire, et puis un tout petit moment après les annonces ou avant les annonces, comme vous préférez, une intervention rapide. d'accord, Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a des choses qui sont prévues à l'apéritif. à l'apéritif, ok. Mais D'accord, donc ça veut dire qu'il faut, ok, donc il faut prévoir, en tout cas, ça veut dire qu'il faut quand même prévoir une sono pour l'apéritif. Exactement. Ok, très bien. Et puis, bon, bah d'accord. Et puis, j'avais dire, dans ce cadre-là, on sentira si c'est opportun, par exemple, de dire à quelqu'un du café solidaire de dire un petit mot sur l'année ou pendant le Bien repas ou sûr. je sais pas quoi. Okay. Pour le moment, sur la partie apéritif, c'est quelque chose de plutôt ludique. Hein. Ce n'est pas un Oui, bilan ni quoi que ce soit. Après, ça laisse l'apéritif, on peut le faire durer un peu pour qu'il y ait des choses qui puissent se faire. Voilà. Très bien. Okay. Ça laisse une marge de manœuvre, tout à fait. Hein. Oui, oui, ok. Non, non, mais du coup, bon, du coup, j'entends. Du coup, j'ai envie de dire, de toute façon, on va pas partir sur des gros, mais on verra un petit peu si pendant le repas, ça fait sens, que telle ou telle personne qui a fait, je sais pas quoi, qui a fait le café solidaire, qui a fait la formation, enfin, Bien sûr, comment on a bien pu sûr. faire un peu de témoignage pour. Revenir sur ce qu'on fait un peu les autres années. Pendant le repas, c'est tout à fait possible. Enfin, les autres années, on a souvent aussi un petit bilan comme ça. C'est tout à fait possible pendant le repas, en espérant qu'il ne pleuve pas. J'en sais rien encore pour une semaine à Le l'avance. 27, c'est plutôt bon. C'est là, ce samedi pour la fête de Monnerie. Mais en tout cas, ouais. pour la fête de Monnerie, là, c'est pas très bon. Mais pour le 27, pour l'instant, ce que vous avez vu, c'est oui, oui, ça va aller. Ça va aller. bon, bah, parfait. Parfait. Et je sais que le café solidaire, ils ont fait pas mal de pubs. Donc là, il faut se dire que ça risque on aura du monde. Et avec pas forcément énormément de choses à manger. Aussi des gens en précarité. Eh bien, on mangera peu, c'est pas grave. Ouais, mais peut-être que c'est vrai qu'il faut peut-être que vous réinsistez, parce que moi, j'ai pas de contact avec les parois. Enfin, je veux dire, j'ai du contact avec. Donc, de réinsister sur le fait que les gens amènent quelque chose. D'accord. Donc là, dimanche, c'est ça le message, de dire, ok, vraiment apporter salade. Voilà, parce que ça, c'est tous les gens que je peux arriver à. Donc je joins le service, le conseil économique, le conseil pastoral, le catéchisme, l'aumônerie, tout ça, j'arrive à joindre et ils savent qu'il faut amener des choses. Après, tous les autres paroissiens qui sont là, on ne sait pas. Alors, on n'a jamais manqué de rien, il n'y a pas de problème. Et puis, le but n'est pas spécialement qu'il y en ait énormément, l'essentiel, c'est le partage. Mais je vais peut-être prévoir pas mal pour l'apéritif parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens pour l'apéritif, peut-être qui partiront après. Tout à fait. Donc, on va prévoir comme ça. Ok. Du coup, je vais le dire. Et du coup, on fait comme d'hab, c'est-à-dire que la paroisse s'occupe de l'apéritif et des boissons. Exactement. Et l'appart, plat, dessert. Voilà, tout à fait. Je réinsiste là-dessus. Ouais. Bon, ben super, ok, non, super, très bien.
Non, mais c'était juste pour. Bien sûr, non, non, mais c'est compliqué pour vous aussi de. Ah oui, Donc, c'est juste- aussi, disons, il faut aussi que la vie continue. Il y a Bien sûr, oui, non, il faut qu'il y ait un mélange des deux. Mais donc, juste, c'est juste le faire toire, et puis, bon, mais ça change pas Après, plutôt à tellement l'apéritif, d'habitude. donc on invite aussi tout le monde à venir à l'apéritif. mais ça, Bien sûr, ça serait même vraiment bien qu'ils viennent à l'apéritif. Ouais, Que tout le ouais, monde ouais. vienne à l'apéritif. Bon, super. Ça va. Entendu. Merci, Bonne Marie. nuit. Au revoir.